Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette réunion thématique du jeudi. Voilà, je vais commencer par me présenter. Je suis Frédéric Lavaux. Je suis ce qu'on appelle un manager de transition, une DRH de transition. J'ai rejoint le CRGE depuis le 7 mars. Et mon métier consiste principalement à accompagner des collaborateurs et des organisations dans des contextes de transformation. Alors évidemment, mon arrivée a été un petit peu bousculée, je dirais, par ce qui nous arrive à tous, hein, c'est-à-dire que nous sommes en période de confinement depuis le 16 mars. Et nous allons bientôt passer à une nouvelle étape à compter du 11 mai. Et l'équipe du CRGE et moi-même pensions qu'il était intéressant d'échanger avec vous sur quelque chose qui est moins juridique peut-être que ce que vous avez l'habitude d'entendre du CRGE et qui touche à la santé psychologique des salariés en période de crise. Alors, je suis DRH de transition, mais je suis également coach, donc c'est-à-dire que j'accompagne des personnes et des organisations de façon à leur donner mon regard, ma vision sur un certain nombre de thématiques. Et donc, je ne suis absolument pas psychologue, donc j'aurai une approche très orientée RH dans mon intervention. En tous les cas, ce que je vous propose, c'est de commencer. Et bonjour à tous, je vois les bonjours qui arrivent, merci. Je ferai quelques pauses de façon à vous permettre peut-être à me poser des questions sur les thématiques que je vais aborder ce matin. Voilà, ma conférence, en tous les cas, mon intervention va porter sur une thématique, prendre soin de la santé psychologique des salariés en période de crise. Alors, la première étape que je voulais faire, c'est décrypter la crise. De quoi parle-t-on concrètement? Alors, le coronavirus, c'est avant tout une crise sanitaire d'une ampleur et d'une gravité que nous n'avons jamais connue. C'est la première fois, je dirais, depuis 1945, que l'ensemble de la population, si on prend le paramètre de la population française, est sous la menace, avec des taux de mortalité qui sont élevés. Ils sont estimés à 3-4% au niveau mondial. La source est l'OMS. Nous vivons dans un contexte d'incertitude. Est-ce que le pic est derrière nous? Est-ce que la maladie risque de repartir? Voilà, nous vivons dans une grande période d'incertitude puisqu'en fait, malgré toute l'énergie qui est consacrée à la recherche, les informations évoluent au fil du temps, au fil des semaines, et nous sommes suspendus je dirais, à l'évolution des informations, les dernières étant peut-être contradictoires avec ce qu'on avait pu nous dire jusque-là. En ce qui concerne les traitements et vaccins, pour l'instant, ils sont aléatoires, c'est-à-dire que nous n'avons pas les vaccins ou les traitements adaptés ou en tous les cas sûrs pour traiter le coronavirus. Et donc, l'arrivée d'un vaccin, on nous parle de 2021. Donc, les perspectives pour nous sont assez lointaines puisque nous sommes dans l'attente de solutions médicales qui sont controversées. Là aussi, les réseaux sociaux dans cette période jouent un rôle fondamental. Et donc, nous sommes dans cette incertitude de savoir à quel moment le système médical pourra nous apporter une solution à l'aide de vaccins. Et puis, cette crise sanitaire, elle est d'une grande violence, effectivement, puisque nous sommes confinés à grande échelle. Je n'ai plus en tête le nombre de personnes qui sont confinées dans le monde, mais c'est quelque chose d'énorme. Donc, c'est un phénomène qui ne touche pas uniquement une région, une ville, mais tout un pays, tout un système. Et c'est la première fois que nous vivons ce phénomène. Donc, il en résulte forcément derrière la crise sanitaire
une incertitude et avec des effets psychiques et sociaux. Que va-t-il se passer suite à cette crise sanitaire? Quelles vont être les répercussions sur un plan économique? Quelles vont être les répercussions sur un plan psychique et psychologique? En tous les cas, c'est des sujets qui sont abordés aujourd'hui puisque, je dirais, c'est le deuxième effet de la crise. Derrière le risque effectivement de maladie physique, avec des effets physiques que l'on connaît maintenant, nous questionnons sur les effets psychologiques de cette maladie. Alors, je voulais faire un petit focus sur la notion des émotions. C'est-à-dire que durant cette période, nous allons vivre les uns et les autres des émotions. Alors, les émotions, elles sont diverses. Alors, on peut ressentir de la peur, du stress. Alors, le stress, c'est quelque chose de normal. Le stress, c'est quelque chose qui arrive quand on est face à une situation euh, qui, euh, qui en fait, euh, crée une réponse chez nous psychologique. Et en fait, il suffit souvent d'éloigner les stresseurs, ce qu'on appelle les stresseurs, pour pouvoir retrouver un état psychologique normal. Là, c'est un petit peu difficile. Éloigner les stresseurs, on n'en a pas la capacité. On doit vivre avec, d'où effectivement un phénomène de stress accru. Alors, le stress, on va dire que c'est quand même quelque chose d'assez normal hein, dans nos vies. On peut avoir des moments de stress pour plein de raisons, pour plein de motifs. Le bac du petit dernier, voilà, il peut y avoir plein de sujets. Néanmoins, on constate le niveau supérieur du stress, c'est l'anxiété. Et là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'anormal. C'est-à-dire qu'en fait, l'anxiété ravive des blessures du passé, peut raviver des situations dans lesquelles on a vécu des choses extrêmement difficiles. Donc, la situation telle que nous la vivons aujourd'hui génère des phénomènes d'anxiété. Alors, il y a d'autres émotions, hein, la tristesse, la déprime, la solitude, la frustration, je ne peux pas sortir, la colère, on me donne quelles sont les bonnes informations, l'irritabilité, mais aussi la joie. Vous avez des personnes, j'espère que vous en faites partie, j'espère que dans le nombre de personnes qui sont avec moi aujourd'hui, certains ressentent de la joie. Alors, la joie, c'est comme les autres émotions. Euh, on peut les ressentir, mais on peut les partager. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans cette situation-là, à partager votre joie. Elle est communicative, donc je vous encourage à l'exprimer en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces émotions? Une fois qu'on a dit, ben voilà, j'ai des émotions, ben, le conseil qu'on pourrait donner à ses proches, et puis peut-être à soi-même déjà, c'est de les regarder. C'est-à-dire d'accepter. Plus on accepte une émotion, moins en fait, elle vient percuter notre moi, en fait. Et donc, quand vous ressentez de la fatigue, quand vous ressentez de la déprime, de la tristesse, eh bien, accueillez cette émotion en tant que telle. Voilà. Euh, et plus on résiste à une émotion, plus en fait elle s'ancre en nous. Et sachez qu'une émotion est toujours quelque chose de passager. Donc, si vous avez de la tristesse, ça ne va pas durer toute la journée, ça ne va pas durer toute la semaine. Donc, accueillez. Plus on accueille ces émotions et plus on finalement on sort des émotions, notamment des émotions négatives. Alors, juste un point de vigilance, c'est que les émotions peuvent entraîner des maux physiques. Vous avez vu pendant la période de confinement des personnes extrêmement en stress qui pouvaient avoir des maux de tête, qui pouvaient avoir des maux de dos, de ventre. Donc ça, c'est lié effectivement à des émotions négatives qui viennent s'exprimer physiquement. Donc voilà, donc je voulais faire un focus là-dessus. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que plus on accueille ses émotions, il est normal d'avoir des émotions, surtout dans un contexte comme je l'ai dit en introduction, qui vient percuter nos habitudes. Et plus on accueille ces émotions, plus on les exprime et plus on a de chance que les choses se passent positivement. Alors, le coronavirus également présente des enjeux pour les entreprises, donc des enjeux de survie économique,
Aujourd'hui, nous fonctionnons tous en mode dégradé. Nous sommes tous organisés différemment de ce que l'on fait d'habitude. Donc, il y a un enjeu majeur de survie de nos entreprises, de nos organisations. Et ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que nous avons fait? En fait, nous avons mis en place des organisations du travail qui sont différentes de celles que nous connaissons d'habitude. Le télétravail. Donc, le télétravail, pour vous donner un chiffre, avant le coronavirus, c'était environ 17% des salariés en France qui avaient accès au télétravail, avec toutes les réserves qu'on avait pu connaître. Et on voit bien que cette épidémie nous a permis en fait de nous dire que de revisiter en fait ou de changer de regard sur ce mode de travail. On verra en bien ou en mal. On reviendra sur le sujet. Le chômage partiel. Donc le chômage partiel, c'est quelque chose que l'on connaissait, mais pas sous cette forme-là, puisque le chômage partiel était souvent utilisé lorsque nous avions des entreprises qui étaient en baisse d'activité. Et donc, le chômage partiel avait plutôt une connotation négative hein, dans nos visions. Donc là aussi, c'est un mode qui a été utilisé pour pouvoir à la fois sauver des emplois et sauver nos entreprises. Et puis, vous avez la continuité de l'activité. En ce qui concerne la santé des salariés, donc pour les entreprises, il y a des dimensions juridiques, puisqu'effectivement, l'employeur a une obligation de mise en œuvre de mesures de prévention, et aussi bien donc sur un plan physique. Et là, je crois que les choses ont été plutôt bien orchestrées, et sur un plan psychologique et physiologique. Voilà. Et donc, c'est peut-être là qu'on a des choses à voir. Donc, nous avons un devoir tous de protection des salariés. Les enjeux également pour les entreprises, ce sont des enjeux de cohésion. L'organisation du travail telle qu'elle a pu être menée dans un laps de temps extrêmement court risque de créer ce qu'on appelle des fractures sociales. Certaines personnes se sentant extrêmement utiles, et il y a des métiers, effectivement, des métiers qui, dans un contexte hors corona, étaient étaient peu valorisés et qui aujourd'hui ont pris une nouvelle dimension, et d'autres au contraire qui aujourd'hui peuvent se sentir dévalorisés. Donc, on parle de fracture sociale. Et puis, vous avez deux sortes de catégories de population de salariés. Vous avez des personnes qui sont en première ligne, et régulièrement, on salue ces personnes. Et puis, vous avez d'autres personnes qui, eux, s'ennuient. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en dehors du monde du travail. Et ces personnes-là, on va y revenir, mais il faudra y prêter extrêmement attention, notamment au moment de la reprise. Et c'est là où on a sans doute des choses à partager. Alors, ce coronavirus, il a également une dimension traumatique, d'où le risque psychologique de nos salariés, l'idée de la mort. En fait, ce qui s'est passé avec cette maladie, c'est que nous avons été confrontés à quelque chose que nous avons tendance à écarter au quotidien, c'est la mort. C'est-à-dire qu'en fait, la mort a fait une effraction dans le réel. Et il a fallu, avec notamment des mots forts qui ont été utilisés par nos gouvernants, hein, nous sommes en guerre. Donc c'est des mots que, en tous les cas, beaucoup de générations n'ont pas connus. Hein, et donc cette présence du risque de décès, de mort, pour nous, pour les gens qui nous sont proches, est arrivé dans notre monde réel. Et donc, nous avons été percutés avec ça a percuté notre quotidien. Et ce qui est extrêmement difficile, c'est en fait ce sentiment que peuvent avoir certaines personnes d'impuissance et d'incapacité à agir. L'autre dimension, donc première dimension traumatique, cette confrontation à la mort. L'autre dimension traumatique, c'est le stress.
Le stress a provoqué des fragilités individuelles. Quel est l'impact de ce stress sur moi? Et également a pu dégrader le climat social, c'est-à-dire que nous avons des nouvelles règles de vie à respecter, en quoi moi je les respecte et en quoi peut-être d'autres ne les respectent pas, donc mettent ma vie en danger. L'autre devient suspect, l'autre devient mon ennemi. Nous pouvons réagir par rapport à cette situation de façon assez diverse. Et puis le cadre habituel s'est écroulé. Notamment, nous vivons dans un système d'organisation du travail avec un cadre, avec une organisation plutôt pyramidale, on va dire, où nos dirigeants doivent organiser le travail. Et on a vu que, notamment dans la situation que nous vivons, certains dirigeants ou certains ont pu notamment sur Paris, hein, on est peut-être moins concerné en province, néanmoins certains ont pu rejoindre leur résidence secondaire alors que, par exemple, certains dirigeants de supermarchés, alors que leurs salariés restaient en première ligne voilà, à être dans l'action. Donc, c'est tout un cadre qui s'est écroulé. Donc là encore, on verra en fait peut-être les effets positifs du changement, des changements organisationnels avec la place de chacun et comment en fait un cadre écroulé peut aussi générer de nouvelles montées en puissance ou en tous les cas démontre la capacité de certains salariés à endosser pleinement de nouvelles responsabilités puisqu'ils sont confrontés à des situations auxquelles ils doivent faire face alors que le cadre autour d'eux n'est plus le même. Ce qu'il faut conclure de ça, c'est que dans une situation traumatique, le travail a un vrai rôle, un rôle structurant, un rôle qui doit permettre de traverser le moins mal possible, en tous les cas, cette période difficile. Alors, l'après. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Que devons-nous anticiper par rapport à l'après-coronavirus? Alors, la première des choses, c'est qu'il y aura des deuils à faire. C'est-à-dire que un certain nombre de nos collègues, peut-être nos voisins, ont vécu des situations de deuil et ils n'ont pas pu les gérer de la même façon que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Notamment, c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, c'est le sujet des EHPAD, où certains de nos aînés sont partis sans qu'on puisse leur dire au revoir. Donc, nous vivons des situations différentes par rapport à ce sujet du deuil, et nous avons été fortement heurtés par ces situations. Donc, ça veut dire que lorsque nous pourrons sortir de cette situation de confinement, il faudra respecter ces périodes de deuil, puisque par définition, un deuil ne peut se faire que dans le temps. Donc, il y a un phénomène donc qui va ralentir en fait cette capacité pour nous à faire le deuil des personnes qui seront parties donc durant cette période dans des conditions qui sont inhabituelles. Et puis, il y a ces craintes de la contagion et du retour de la crise. Même si effectivement nous sommes tous dans l'attente de cette date du 11 mai avec le déconfinement, néanmoins, et on le voit là venir souvent, notamment sur les réseaux sociaux ou dans les médias, et si ça recommençait, et si la crise repartait. Donc on voit bien que malgré effectivement les chiffres qui sont plutôt positifs, de la décroissance du nombre de malades qui entrent dans le système hospitalier, nous sommes dans cette crainte, dans cette angoisse d'un retour de la crise. La résilience.
Donc la résilience, c'est, pour redonner une définition, c'est la capacité que nous avons tous à surmonter des chocs traumatiques. Donc cette capacité, elle diffère d'un individu à l'autre, et là aussi, il faudra en tenir compte. Certains pourront redémarrer très vite et s'adapter très très vite au nouveau contexte, et d'autres auront plus de difficultés. Donc notre rôle, c'est d'identifier effectivement la capacité des salariés qui nous entourent à être résilients par rapport à cette crise traumatique. Et puis, il y a des changements qu'il a fallu mettre en œuvre durant cette période, et notamment avec une présence extrêmement forte du numérique, auquel on n'était pas forcément préparé. Et ça, c'est effectivement un acte de résilience. Comment j'intègre désormais le numérique dans ma vie. Alors, une nouvelle homéostasie. Alors, l'homéostasie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc l'homéostasie, c'est la capacité d'un système à maintenir son équilibre de son milieu interne, quelles que soient les contraintes. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu l'écosystème. Durant la période de crise, nous avons vécu des changements profonds. Nous avons dû nous adapter extrêmement rapidement, et notre écosystème a été modifié de façon extrêmement profonde, notamment dans nos organisations du travail. Donc, nous allons forcément, au moment de la reprise, avoir à réorganiser cet écosystème dans le monde du travail, et il faut l'anticiper. Les choses ne seront pas après comme elles étaient avant. Et il est essentiel d'en prendre conscience, et notamment, je vais approfondir le sujet en décryptant ce qui a pu se passer avec les différentes populations telles qu'elles ont été organisées, tel que le travail s'est organisé, et également avec l'arrivée du numérique de façon plus intense dans nos pratiques de travail. Et puis, nous avons tous été déstabilisés. On va revenir également sur le sujet, en quoi nous avons été déstabilisés dans notre quotidien, et il va falloir restabiliser nos organisations de travail. Alors, je ne sais pas on peut faire une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première partie qui pose le décor? A priori, je n'ai pas de questions, donc je vais continuer. L'exposition des personnes. Alors, j'ai voulu en fait clarifier par grande catégorie les différentes typologies de salariés. Alors, les personnes, nos salariés ont été exposés de façon, et nous-mêmes avons été exposés de façon j'ai une question. Je la reprendrai peut-être tout à l'heure. Florence me pose une question, donc je la reprendrai tout à l'heure. Je vais exposer les différentes typologies de personnes, et je reviendrai sur votre question si vous êtes d'accord. Je vois que vous avez dit OK, merci. Donc, vous avez la première catégorie de personnes que vous avez peut-être dans vos organisations, dans vos groupements d'employeurs, qui sont des personnes qui étaient en première ligne. Donc, ce sont les personnes les professions qui ont été confrontées au risque, qui ont été en contact avec le public. Alors, quelles sont les émotions? On a parlé d'émotions tout à l'heure. Vous pouvez avoir des pathologies anxieuses, c'est-à-dire que je suis en contact avec le public, et en fait, je vis de l'anxiété parce que j'ai peur au quotidien d'aller travailler. Pour d'autres personnes, on dit que la vocation protège, c'est-à-dire que on l'a constaté au moment où quand on fait des études sur ce qui motive les militaires, par exemple, à l'occasion d'un conflit, ou ce qui fait que des gendarmes vont intervenir à l'occasion d'attaques terroristes, par exemple, c'est la vocation. C'est-à-dire que, et je pense que c'est ce qui s'est passé pour le personnel soignant qui a été donc confronté, qui a été en première ligne, on l'a souvent entendu,
c'est la vocation. J'ai vocation à soigner, j'ai la capacité à soigner et ça me protège. Donc, je ne vis pas cette anxiété. Donc, ce que je voulais mettre en exergue ici, c'est que vous avez dans les personnes qui sont en première ligne on va dire trois typologies. Des personnes qui ont vécu véritablement une anxiété. Je dois aller travailler, je suis réquisitionnée pour aller travailler, mais je vis de l'anxiété avec les pathologies qu'on peut développer par rapport à cette anxiété. Une autre catégorie qui se dit finalement, je me sens bien, je suis utile, on a besoin de moi. Et là, c'est la vocation qui protège, donc qui ne développera pas de pathologie. Et vous avez une troisième catégorie qui peut avoir peur pour soi, mais qui peut avoir également peur pour ses proches. Donc voilà, l'idée c'est de vous dire pour les personnes que vous pouvez avoir dans vos groupements d'employeurs, essayez d'identifier à quel groupe ces personnes appartiennent et quelles sont les conséquences en termes de risque traumatique d'appartenir à tel ou tel groupe. Notamment peur pour soi et pour ses proches. Vous savez que certains personnels soignants ont même demandé à bénéficier de logements pour, durant la période où ils étaient mobilisés, ne pas avoir de contact avec leur famille. Notamment dans les EHPAD, on a également eu des exemples où des personnels se sont confinés avec les personnes âgées qui sont dans les EHPAD de façon à ne pas faire prendre de risques ni aux habitants des EHPAD, ni à leur famille. Voilà, donc alors, il y a quand même, on peut le dire, hein, des avantages à être en première ligne. C'est qu'en fait, on a une liberté de mouvement et on a une utilité sociale. Donc ça, c'est effectivement la contrepartie, je dirais, pour les personnes qui étaient en première ligne. Alors, toujours pour ces personnes-là, il y a des interactions. Hein, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec la famille. Il peut y avoir un regard négatif de la famille qui dit finalement, avec ton métier, tu nous mets en danger. Et il peut y avoir également donc des incivilités et des violences externes. On l'a vu au travers. Alors peut-être dans les réseaux sociaux, mais je pense que les réseaux sociaux, même si en fait c'est un amplificateur de phénomènes, néanmoins, il y a eu effectivement des rejets de personnes qui prenaient peur par rapport au fait d'habiter, d'être sur le même palier qu'un soignant. Donc potentiellement quelqu'un qui pouvait être un apporteur du coronavirus au sein du lieu de vie. Alors, la protection, l'organisation doit être protectrice. Et donc à la fois dans la façon dont elle gère le travail de ces personnes qui sont en première ligne. Et bien entendu, il y a une nécessité absolue de poursuivre les gestes barrières et bien entendu, parfois à sanctionner s'il y a un non-respect des gestes barrières. Ce qui est important également vis-à-vis de ces personnes qui sont en première ligne, c'est d'éviter le discours un peu démagogique ou un petit peu, comment dire, d'un optimisme démesuré. Tout est sous contrôle. Voilà. Et puis le flot d'informations. Éviter donc ces deux phénomènes. Je pense qu'il faut avoir vis-à-vis de ces personnes-là une communication pondérée et bien entendu pour les responsables de ces salariés une présence terrain. Je pense qu'on y reviendra plus tard. En fait, vous verrez que les personnes, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les personnes qui auront peut-être les traumatismes post-confinement les plus importants n'ont pas été des personnes qui ont été confrontées, en fait, qui ont été en première ligne, mais les personnes qui n'ont pas eu d'accompagnement ou de présence de responsables ou de dirigeants auprès d'eux. Ce qui est important également, c'est d'assumer le nous ne savons pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun de nous avance
avec un certain nombre d'informations. Et je pense que la prudence, quand on nous questionne sur un certain nombre de sujets, est effectivement de mise, et reconnaître que aujourd'hui, on n'a pas la capacité peut-être à tout organiser en termes de post-confinement. Eh bien, c'est une attitude prudente et qui est de nature à apaiser les tensions. Voilà. Donc, une communication vraie évite la panique, les retraits, puisque vous savez qu'on s'interroge beaucoup sur le risque de droit de retrait des salariés, et puis les arrêts maladie, puisqu'en fait, il y a cette peur de la reprise et finalement, à la sortie du confinement, du risque potentiel d'attraper la maladie. Alors, pour ce qui concerne, donc nous avons vu la situation des salariés qui sont dits en première ligne. La deuxième catégorie, ce sont les confinés. Alors, les premiers constats, et vous avez dû, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes les uns les autres. Moi, je fais partie de la catégorie des confinés. Donc, les premiers constats, ça peut être des troubles de l'humeur. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai commencé par les émotions. Nous avons tous, je pense, durant le long mois que nous venons de passer en confinement, ressenti des émotions qui ne sont pas des émotions que l'on ressent d'habitude. C'est ce qu'on appelle les troubles de l'humeur. Voilà, donc ça, ce sont les premiers constats. Et puis, il peut y avoir, donc ça peut créer des confusions et effectivement des symptômes de stress post-traumatique, donc on dit après 10 jours. Donc, au départ, nous avons été focalisés sur l'organisation du travail, la concertation avec les collègues, avec les responsables. Et au bout de 10 jours, il a fallu vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va voir de quelle façon. Et donc, il peut y avoir des symptômes post-traumatiques qui sont arrivés à ce moment-là, et notamment des troubles de l'humeur. Alors, les confinés, ça engendre effectivement des familles qui sont déstabilisées. Les conditions du confinement sont extrêmement importantes. Si vous êtes confiné dans un 40 mètres carrés avec 3 enfants et un mari, vous ne vivez pas les choses de la même façon que si vous avez une maison de campagne avec un grand jardin et que vous êtes 2 ou 3 et que vous avez chacun à sa pièce, son bureau. Voilà. Donc, là aussi, il y a une prise en compte de la situation des confinés qui est extrêmement importante. Et en fonction des surfaces dont on dispose et de la promiscuité à laquelle on est confronté, eh bien, on ne vit pas les choses de la même façon. Qu'est-ce qu'on constate pour les personnes qui sont confinées? C'est la montée des tensions au sein des foyers, au sein des familles, ce qui semble tout à fait logique, puisque non seulement nous sommes perturbés dans l'organisation de notre travail, mais nous devons, pour certains, accompagner des enfants sur le plan scolaire. Et on a pu constater effectivement un accroissement des violences au sein des familles, avec des appels plus nombreux de déclarations de violences ou de maltraitance au sein des foyers. Donc, c'est effectivement quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors, le stress, donc il a été mesuré depuis le début du confinement. Donc, on considère que 30% de la population des confinés sont en situation de stress et 6% sont en situation d'hyperstress ou de stress dépassé, donc en situation de pathologie avérée. J'ai récemment eu connaissance d'un questionnaire qui a été mis en place dans une entreprise d'environ 300 salariés, et justement où la question, donc où l'ensemble des salariés ont pu être en télétravail, donc plutôt des conditions, je dirais, favorables. Les 300 salariés ont pu travailler donc à distance en télétravail, pas de chômage partiel. Et effectivement, quand on les questionne sur leur ressenti, environ 10% se disent en hyperstress. Voilà, pour les raisons que j'ai pu évoquer ci-dessus, au-dessus, c'est-à-dire qui sont en stress soit par rapport à leur propre ressenti, soit par rapport à un contexte qui rend difficile la situation de confinement.
Voilà, donc un point important également, c'est l'inquiétude des femmes enceintes. Donc, vous savez, elle est légitime puisqu'on ne connaît pas la maladie et le sujet a très peu été évoqué. Et puis, attention aux fragilités personnelles, c'est-à-dire que la situation en fait, le coronavirus et le confinement peut réactiver des blessures personnelles dans le cadre familial, et donc des situations de stress qui réapparaissent, on ne sait pas d'où elles viennent, et qui sont liées au confinement. Voilà, donc juste le conseil qui était donné pendant cette période de confinement et qu'il faut garder en tête, c'était de s'isoler, et surtout ce qui a été évoqué extrêmement rapidement, puisque quand on est en stress, on peut avoir tendance justement à chercher à se rassurer et aller chercher de l'information là où elle nous arrive, c'est-à-dire par le biais de la télévision ou des réseaux sociaux. Et effectivement, ce qui a été rapidement indiqué par les médecins et les psychologues ou les psychiatres, c'est qu'il faut se déconnecter des informations, ne pas passer de l'information en continu parce que ça ne fait qu'alimenter l'effet de stress. Alors, les salariés en télétravail. Donc, autre catégorie de salariés, donc une urgence. C'est-à-dire que dans certaines entreprises, il existe des accords télétravail qui avaient été donc négociés ou mis en place de façon unilatérale par les employeurs. Et là, en fait, les choses se sont mises en place en urgence. Donc, ça veut dire que une grande majorité de salariés ont dû installer le télétravail sans qu'il y ait de cadre. Et ce qu'il faut constater également, c'est que nous avons les uns les autres notre domicile n'est pas forcément approprié au télétravail. Lorsque dans des situations dites normales, le télétravail est mis en place, vous avez deux conditions. La première condition, qui est demandée, c'est disposer d'un espace de travail dédié et adapté au télétravail. Et la deuxième condition, c'est d'avoir la possibilité donc de travailler avec des outils à distance. Mettre en place un outil à distance, donc là, en général, les entreprises et les directions informatiques se sont chargées de nous mettre à disposition les outils. En revanche, nous avons été seuls pour organiser notre télétravail dans nos espaces privés. Et ce qu'on a pu constater les uns les autres, et moi je n'ai pas échappé à la règle, c'est que notre maison, nous ne l'avons pas pensé, nous n'avons pas réfléchi nos maisons en intégrant le télétravail. Donc il a fallu s'organiser dans l'urgence. Nous travaillons également en mode dégradé en ce qui concerne les télétravailleurs parce que nous avons dû maintenir des processus, notamment nous avons dû mettre en place des choses que nous ne sommes pas habitués à faire, c'est-à-dire des réunions. Nous avons dû maintenir des réunions, mais à distance. Donc, comment s'organise une réunion à distance, Certains ne l'avaient jamais vécu avant le confinement. Vous voyez ce qu'on vit là aujourd'hui. En fait, c'est quelque chose, en tous les cas, c'est nouveau pour moi. C'est-à-dire que j'ai peut-être un sentiment d'isolement puisque je n'ai pas d'écho de la façon dont vous recevez l'information que je vous diffuse. Et, et également, le, le manager euh, euh, en fait, a un rôle essentiel. Si le télétravail comment dire, connaissait quelques résistances précédemment, il a été mis en place, je dirais, puisque nous n'avions pas le choix. Et bien entendu, le comportement managérial est extrêmement important pour ne pas surajouter, je dirais, du stress aux télétravailleurs, c'est-à-dire avoir un comportement de surveillance. En fait, certains managers, n'étant plus en proximité avec leurs collaborateurs, comme ils ont l'habitude de le vivre, ont pu avoir des comportements intrusifs ou en tous les cas extrêmement surveillants. C'est-à-dire que certains ont demandé par exemple des reportings journaliers, voire en demi-journée, pour savoir ce qu'avait pu mettre en œuvre le télétravailleur. Donc ça,
Alors ça, c'est des pratiques qu'il faut absolument abandonner. Le télétravail tel qu'il a pu être mis en place n'a pas permis la préparation ni des managers ni des télétravailleurs. Donc, il y a une absolue nécessité de manager par la confiance. Alors, dans des contextes normaux, c'est vrai qu'on aurait pu faire une formation des managers au management à distance. Là, il a fallu s'adapter très, très vite. Et il est logique que des comportements non adaptés parfois émergent de la part de managers. Et puis, on a toutes nos routines hein, pour les télétravailleurs. On les a perdues. Donc, il a fallu en instaurer de nouvelles, c'est-à-dire il y a le café de 10h ou 10h30 avec les collègues, on l'a perdu. Euh, euh, il, il était important que nos organisations soient en capacité de remettre en place ce qu'on appelle les routines. Donc, c'est le café 10h30, mais c'est également la réunion de démarrage du lundi, où on se salue, où on se raconte un petit peu ce qui s'est passé. Donc, il a fallu en installer de nouvelles. Ce que je veux dire, je vois qu'il y a des questions hein, sur la notion de management et de contrôle de l'activité. Donc, je vais y revenir. Je termine juste ce slide et je réponds aux questions. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour les télétravailleurs, le télétravail, même s'il a été organisé avec tous les côtés négatifs que l'on peut voir, néanmoins, il a une vertu thérapeutique, c'est parce que le travail demeure. Donc, le télétravail a permis le maintien d'une utilité sociale. Je suis utile à mon entreprise et effectivement, pour une grande majorité de télétravail, même si ils ont pu vivre une forme d'inconfort, euh, cette catégorie de travailleurs ou de salariés sera moins touchée par des traumatismes que d'autres. Et je reviendrai. Alors, attention au sentiment de contrainte. Effectivement, vous avez des comportements assez divergents hein, face au télétravail. Vous avez des salariés qui, effectivement, surinvestissent le travail, puisqu'en fait, ils ont le sentiment, comme ils n'ont pas quelque part l'entourage habituel euh, pour calibrer, je dirais, leur travail. Le collègue qui vient vous proposer une pause café, le manager qui vient vous faire part de ses états d'âme, le coup de téléphone, voilà, du conjoint pour vous dire de passer chercher du pain. Voilà. Donc, du coup, certains se connectent par télétravail le matin dès 8 heures et en fait, il est difficile de les arracher de leur poste de travail à 19 heures le soir. Donc, il y a un surinvestissement du travail pour certains. Donc, par rapport, je vais peut-être reprendre une des questions qui m'est posée d'Annelise. Lors de la dernière réunion du CRGE, il nous a indiqué qu'il est nécessaire d'avoir un contrôle sur l'activité des salariés en télétravail, car les contrôles URSSAF vont les réclamer. Alors, je ne sais pas de quel contrôle vous voulez parler. Il est important que les salariés notent leur temps de travail. Et peut-être qu'ils fassent une synthèse des activités qu'ils ont pu réaliser dans la semaine. Donc, c'est bien, le contrôle URSSAF, pour moi, porte sur le temps de travail et non pas sur le contenu du travail. Voilà, donc par rapport à votre question, ce serait ma réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, il est important de disposer de déclaratifs, c'est-à-dire que lundi, je me suis, puisque la semaine de travail s'organise sauf cas particulier autour de 35 heures, donc il est important en télétravail que nos salariés puissent justifier de leur temps de travail. Donc effectivement, je pense que c'est ce qu'on a dû vous dire. Voilà, donc je réponds à votre question. Alors, autre catégorie de salariés, les chômeurs partiels. Alors, les chômeurs partiels, l'objectif, effectivement, c'est le chômage partiel a été mis en place pour éviter les licenciements massifs. Comme vous devez le savoir comme moi,
les pays qui n'ont pas mis en place le chômage partiel, je pense notamment aux États-Unis, eh bien, sont en train de pratiquer le licenciement massif. L'avantage du chômage partiel pour les salariés, c'est qu'ils continuent à bénéficier d'une partie de leur salaire. Pour les employeurs, c'est que le salaire est pris en charge donc par l'État et qu'au moment de la reprise de notre activité, les salariés seront toujours présents dans nos effectifs pour pouvoir reprendre le travail. Donc, quelque part, le chômage partiel a permis de limiter la perte d'identité sociale. Je suis toujours salariée d'une entreprise. Et puis, le chômage partiel a permis également de limiter la précarité financière, même s'il faut reconnaître que les salariés, sauf si l'employeur compense, ne perçoivent que 84%, 84% donc du salaire net. Donc, il y a une perte de salaire néanmoins pour les chômeurs partiels. Alors, qu'est-ce qui se passe sur un plan psychologique pour les salariés qui subissent le chômage partiel? Il peut y avoir un sentiment d'inutilité. Finalement, l'entreprise n'a pas besoin de moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut, je ne sais pas si vous avez autour de vous, puisque je pense que vous êtes comme moi, vous êtes confinés, des personnes qui sont en télétravail et d'autres qui sont au chômage partiel. Eh bien, je pense que pour ceux qui sont en télétravail, la santé psychologique est meilleure que pour ceux qui sont en chômage partiel parce que il peut y avoir une perte de confiance en soi. Je ne sers à rien. Je ne sers à rien puisque je ne peux pas travailler. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment, et on va revenir là-dessus au fil de mon intervention, pour voir quelles sont les préconisations que je vous fais par rapport à chaque, finalement, après avoir identifié ces différentes catégories de salariés. Eh bien, effectivement, nous pouvons avoir des salariés qui ont perdu confiance. C'est-à-dire que mes collègues sont en télétravail et moi, je suis en chômage partiel. Donc, j'ai perdu l'estime de moi, je ne suis pas utile et donc j'ai perdu la confiance en moi. Et en plus, donc si des personnes, alors si les personnes cumulent chômage partiel et en fait se sentaient déjà un petit peu maltraitées par l'organisation avant ce confinement lié au Covid-19, eh bien là, on peut vraiment avoir des risques de dégradation importante de la santé de ces salariés au moment où ils vont revenir. Parce que l'effort pour retrouver leur place dans l'organisation va être extrêmement important. Alors, l'effet pour les personnes qui sont en chômage partiel, c'est qu'elles se sont retrouvées de façon assez brutale désœuvrées. C'est-à-dire que le travail ne protège plus. Et donc, l'effet, ça peut être pour ces personnes-là une rumination. De toute façon, voilà, on ne compte pas sur moi, personne ne s'intéresse à moi. Et elles peuvent se sentir plus isolées. Puisque vous l'avez vu pour les salariés qui font du télétravail, il y a un certain nombre de rites qui ont été maintenus, les réunions à distance, les conférences, les échanges téléphoniques, les échanges sur le travail, alors que là, certains salariés ont pu sentir beaucoup plus d'isolement. Donc, les solutions pour ces salariés, c'est effectivement de créer des chaînes de soutien, c'est-à-dire de ne pas les oublier, et maintenir du contact ou à minima les informer, garder de l'information, voilà, envoyer les comptes rendus de réunion. Après, libre à eux de les consulter ou de ne pas les consulter, mais néanmoins leur dire que voilà, on pense toujours à eux, qu'ils existent dans l'organisation, qu'on les remercie parce que finalement l'entreprise est moins pénalisée puisqu'elle ne paie plus de salaire pour ces personnes-là. Donc, elle va pouvoir se redresser d'autant plus facilement que certaines personnes ont pu être en chômage partiel. Et donc c'est important de garder ce lien avec cette catégorie de salariés. Je continue, je vois que je ne suis pas très en avance. Alors,
Voilà, je vois qu'il y a eu des commentaires sur les relevés d'heures, donc je pense que voilà, tout le monde est d'accord pour dire que, en fait, pendant les périodes de confinement, quand on télétravaille, eh bien, c'est comme dans la vraie vie, on doit faire des relevés d'heures. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur les différentes catégories de salariés avant que je passe au point suivant. S'il n'y en a pas, je vais enchaîner. Je vais peut-être boire un petit verre d'eau. Alors, les dispositifs de prévention. En fait, les enjeux au moment du déconfinement, c'est de reconstruire un collectif de travail stimulant par rapport à tous les effets psychologiques en fonction de la population à laquelle j'appartiens et potentiellement aux effets psychologiques euh, qui sont liés à la situation que j'ai vécue. Eh bien, comment nous, en tant qu'employeurs, on peut reconstruire un collectif de travail stimulant, puisque c'est bien ça les enjeux. Alors, en quoi la crise sanitaire impacte et percute l'organisation du travail? On l'a vu, hein, c'est un peu un résumé. Donc, mise en place du télétravail de façon brutale, sans organisation préalable. Voilà, on a tous notre définition du télétravail aujourd'hui. La réduction du nombre de personnes sur site, c'est-à-dire qu'effectivement, même pour ceux qui ont été en première ligne, certains sont allés travailler, mais vous devez le voir quand vous allez faire vos courses. Au lieu d'avoir 10 caissières, je n'en ai plus que 3. Donc effectivement, je n'ai pas, même pour ceux qui sont en première ligne, le travail ne se déroule pas de la même façon. Il y a de nouvelles répartitions des activités. Ça aussi, vous devez le vivre les uns les autres. Certains de mes collègues étant en chômage partiel, moi, j'ai dû récupérer une partie de leurs activités auxquelles je ne suis pas habituée. Donc, il a fallu redistribuer les activités et effectivement, certains salariés qui d'habitude, moi j'ai en tête quelqu'un qui était esthéticienne dans un Leclerc et qui là donc s'est retrouvé aux caisses. Donc finalement, il y a eu également des changements d'activité qui ont été liés aux réorganisations. Des pertes de repères. Donc, le temps de travail, on l'a vu, hein, j'ai perdu mes repères en termes. Est-ce que parce que je suis chez moi, eh bien, finalement, je dois travailler beaucoup plus pour compenser le fait que je ne vais pas sur mon lieu de travail? Est-ce que je dois des choses encore plus à mon entreprise? La répartition temps de travail, temps personnel, c'est-à-dire que est-ce que je m'arrête pour déjeuner avec ma famille ou pas, ou est-ce que je prends un sandwich sur le pouce à midi, et puis les relations de travail. Donc, on a perdu tous ces repères, et donc ça a des impacts forcément. L'absence du collectif, vous savez qu'au-delà même de la valeur travail, hein, c'est-à-dire son utilité à soi, bien, effectivement, le collectif de travail est un élément protecteur. Et là, nous en sommes privés en étant confinés. Donc le collectif a parfois disparu et parfois il a été modifié par cette période de Covid-19. Et puis, il y a eu un effet loupe sur les pratiques managériales. Donc, les pratiques agiles de managers, certains managers ont très vite réagi à la situation et très vite enclenché un certain nombre de processus pour pouvoir être des facilitateurs du travail pour les salariés. Et puis d'autres ont vécu leur propre stress traumatique et donc, je dirais, ont amplifié des comportements malsains vis-à-vis des collaborateurs. Voilà. Donc, il y a une rupture des unités de lien, de lieu, de temps et d'action. Voilà ce que nous avons vécu concrètement durant cette période. Alors, que pouvons-nous faire en tant qu'employeurs? Alors, ce qui est important pour recréer une cohésion d'équipe, pour recréer un collectif de travail, c'est d'identifier les impacts pour chaque catégorie de salariés. C'est pour ça que j'ai pris le temps de détailler les différentes catégories avec les traumatismes ou pas potentiels qui peuvent survenir. Donc, ce qui est important, c'est en tant qu'employeur de dire que chaque typologie de personnes a joué un rôle majeur dans cette crise du coronavirus.
pour les personnes qui étaient en première ligne, il faut reconnaître qu'il y a une prise de risque. Donc ça, il faut le reconnaître. Pour les salariés qui sont en chômage partiel ou qui sont en arrêt maladie, il peut y avoir eu une perte de rémunération. Pour les salariés qui sont en télétravail, il peut y avoir des frais supplémentaires qui sont liés, qui sont liés à l'organisation du travail chez moi. Et pour les salariés pour les salariés en télétravail, il peut y avoir également, en fait, il faut reconnaître qu'ils ont assuré la continuité de l'activité. Donc voilà, pour les salariés qui ont eu du chômage partiel, donc il y a ce sentiment d'impuissance ou d'inutilité. Voilà, donc bien identifier pour chaque catégorie de vos salariés quel a été l'impact de ce Covid-19 sur chaque catégorie. Et puis, ce qui est important, justement, c'est de reconnaître la contribution de chacun. Quelle que soit la catégorie à laquelle j'appartiens, j'ai eu une utilité pendant cette période. Et ça va continuer, c'est que ça ne s'arrête pas le 11 mai, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est reconnaître l'impact de cette période pour chacun et donc l'effort réalisé. Lorsque certains salariés ont été en chômage partiel, même si en fait ils n'ont pas travaillé, ils ont contribué en fait peut-être à enrayer donc la propagation du virus. Donc ils sont restés chez eux, ils ont vécu ce désœuvrement. En tous les cas, ils ont un rôle majeur puisqu'ils ont permis d'enrayer la propagation du virus. Donc peut-être d'alléger les services médicaux, donc de faire en sorte que nos soignants ne soient pas totalement épuisés, même s'ils le sont un peu, étant donné la mobilisation qu'ils ont vécue. Voilà. Donc, il est important que nos entreprises reconnaissent que chacun est utile. Voilà. Et puis, proposer donc des solutions adaptées. Alors, attention, je vous mets en garde contre le risque et personne n'est à l'abri de ce risque. C'est que par rapport, et je l'entends déjà arriver, hein, et je pense que vous l'avez entendu aussi, il y a des sentiments d'injustice et d'inégalité qui risquent de naître. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas opposer les salariés les uns aux autres. Il n'y a pas les salariés utiles et les salariés inutiles. Il n'y a pas les salariés qui ont travaillé, ceux qui n'ont pas travaillé. Cette situation, je pense que la première des reconnaissances à avoir, c'est que c'est une situation qui est subie pour chacun d'entre nous. Que ce soit les personnes en première ligne, que ce soit les télétravailleurs, que ce soit les personnes en chômage partiel, que ce soit les personnes qui sont en maladie parce qu'ils devaient garder leurs enfants. Voilà, ce sont des situations je vois un commentaire, ni opposer les métiers entre eux. Je suis complètement d'accord. Je crois qu'il y a eu une surmédiatisation de la notion de première ligne. Pour moi, dans le cadre de ce Covid-19, nous étions tous en première ligne. Nous étions tous acteurs. Et c'est vraiment ça qu'il faut, vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire que, parce que je crains que dans cette sortie de confinement, dans cette après Covid-19, on entend beaucoup de choses de l'ordre de la bienveillance. Voilà, les choses ne seront plus pareilles. Je crains également que la nature humaine puisse engendrer des attitudes qui ne seraient pas bonnes pour nos collectifs de travail, dans un contexte où on a besoin de repartir le mieux possible avec tout ce qu'on a pu voir précédemment, avec tout ce qu'a pu engendrer en termes de traumatisme individuel et collectif. En tous les cas, ça, c'est un vrai risque. Et puis, donc, je dis reconnaître la contribution de chacun, communiquer. Voilà, c'est le maître mot. Alors, voilà un sujet qui m'est cher. Hein, je vais pas rentrer dans le détail. C'est la reconnaissance. C'est-à-dire que ça coûte rien. La reconnaissance au travail, je parle de reconnaissance non monétaire. On pourra aborder peut-être dans une autre réunion thématique la notion de reconnaissance monétaire si certains sont concernés.
Là, je suis vraiment sur la reconnaissance non monétaire, c'est-à-dire que ce qui est important, quand je vous dis reconnaissez, si vous souhaitez créer du bien-être, hein, si vous souhaitez créer de la cohésion, si vous souhaitez recréer de la motivation au travail, puisque cette période de recul va engendrer de la démotivation, eh bien, les systèmes de reconnaissance sont essentiels. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de reconnaissance? Donc, la reconnaissance existentielle. La reconnaissance existentielle, c'est en fait, je te reconnais en tant que personne. Eh bien, c'est la capacité que nous avons en tant qu'employeur à savoir que tel ou tel collaborateur a vécu une situation, par exemple, de chômage partiel, mais que néanmoins, il était confiné dans un appartement plutôt exigu. Voilà, c'est dire, je reconnais, je te reconnais toi en tant que personne dans ce que tu as vécu. Voilà, tu ne voilà, c'est vraiment, c'est savoir, par exemple, si en fait cette personne a dû assurer l'école, est-ce qu'elle en avait les moyens, voilà, voilà, c'est ça la reconnaissance existentielle. Je m'intéresse sincèrement à la personne, à son environnement, à ce qu'elle est elle en tant que personne. Après, je pense qu'il serait important de reconnaître ce qui a été mis en œuvre, c'est en termes de processus de travail. Reconnaître les pratiques de travail, féliciter la capacité des uns et des autres à s'organiser en télétravail, reconnaître également reconnaître le travail de ceux qui nous ont permis de travailler à distance. Hein. Parfois, certains d'entre nous n'avaient jamais fait une réunion par Skype et on a été capable de le mettre en œuvre parce qu'on nous a guidés. Parce qu'effectivement, chacun a vraiment pris un rôle nouveau par rapport à un contexte et s'adapter extrêmement vite. Donc, dans les pratiques de travail, il faudra faire preuve de reconnaissance. L'investissement également. Effectivement, on a vu la notion de temps de travail. Certains ont vraiment, se sont vraiment investis pour pouvoir faire face à la situation. Dans les pratiques, également, saluer la capacité à prendre le travail de son collègue parce que le collègue était en chômage partiel, par exemple. Voilà, quand je parle de reconnaissance des pratiques de travail, c'est ce à quoi je fais allusion. Et puis, bien entendu, les résultats, mais là, on est plus habitué à cette reconnaissance, c'est dire ben, finalement, malgré toutes les difficultés qu'on a pu traverser, eh bien pendant cette période, eh bien, on a réussi à assurer notre activité en mode dégradé, mais néanmoins avec une qualité et reconnaître les résultats qui ressortent. On s'est pas mobilisé pour rien. On a de vrais résultats, certes qui sont pas au niveau de ce qu'on a pu faire d'habitude, mais néanmoins, on a réussi à maintenir le cap et donc de façon à pouvoir sortir du confinement dans les moins mauvaises ou les meilleures conditions possibles. Alors après, donc le maître mot, c'est communication. Donc là, je vous ai mis un schéma bon, qui peut vous aider en fait quand je parle de communication. De quel type de communication je parle. Donc en fait, vous avez une flèche qui vous parle de communication. Enfin, vous avez une comment dire. Vous avez un schéma donc avec deux flèches. Donc vous avez la communication formelle, la communication informelle, la communication en face à face et la communication dans le cadre du collectif. Et vous avez à côté de chaque et dans chaque case, vous avez le type de communication. Donc par exemple, si je veux mettre en place une communication informelle et en face à face, eh bien il faut ce que je vous propose, c'est de mettre en place des contacts individuels. Voilà. Si je veux mettre en place des communications formelles et toucher le collectif, eh bien, par exemple, je peux faire des réunions. Voilà. Donc, vous avez différents types de communication, mais on pourrait compléter. Hein, on pourrait compléter avec peut-être. Là, c'est une communication plutôt orale, plutôt voilà. J'aurais pu compléter ce schéma avec quel type de communication écrite par rapport en fait aux deux axes qui sont ceux-là. Donc, je vous invite à y regarder si ça vous intéresse. Autre proposition de ma part, puisqu'en fait,
ce que j'ai voulu vous exprimer au travers de mon intervention ce matin, c'est une prise de conscience qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses sur un laps de temps finalement extrêmement court. Et donc, l'idée peut-être, si vous avez la possibilité de le faire, c'est de mettre en place des ateliers collectifs ou des entretiens individuels destinés à reconstruire ensemble. Alors, si vous avez la possibilité de faire des entretiens collectifs, peut-être pas 300 personnes, bien entendu, mais par groupe, eh bien, l'idée, c'est de faire participer, puisque les salariés ont été capables de se réorganiser dans un contexte où nous étions à distance les uns des autres, mais pourquoi ne pas les associer à la reconstruction? Donc là, vous avez une proposition de matrice qui est issue d'une stratégie qui est connue, hein, Océan Bleu. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que je ne veux pas recommencer de ma vie d'avant. Donc, en rouge, le cadre, qu'est-ce qu'on va stopper? Qu'est-ce qu'on ne fera plus comme avant? Voilà. Et ça vaut le coup d'y réfléchir collectivement. Qu'est-ce que, finalement, cette période de crise nous a appris collectivement? Alors, on peut le faire individuellement, hein, je le redis, mais j'aime bien l'idée d'utiliser cet outil en équipe. Alors, qu'est-ce qu'on va stopper? Qu'est-ce qu'on ne fera plus jamais de cette façon-là? Qu'est-ce que je veux recommencer à faire de ma vie d'avant? C'est-à-dire, qu'est-ce que la crise a interrompu? Qu'est-ce que je ne fais plus? Parce qu'en fait, je n'ai pas pu le faire pendant la période du Covid-19, là, pendant la période de confinement. Et qu'est-ce que je vais reprendre? Donc ça c'est le pavé, normalement il est orange. Le pavé vert, il dit quelles sont les nouvelles idées, quels sont les nouveaux projets que l'on veut mener issus de mon vécu en tant que confiné. Donc là, vous avez notamment toutes les questions qui se posent aujourd'hui sur la mise en place des accords télétravail. C'est-à-dire que pour avoir travaillé dans des entreprises où le télétravail, j'ai eu beaucoup de mal à convaincre l'intérêt du télétravail. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet doit être mis en débat dans nos organisations. Et donc, voilà, qu'est-ce que finalement cette période nous a appris et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir démarrer et qu'on a appris dans cette période? Mais il y a plein d'idées, hein. Et puis, le dernier pavé, c'est qu'est-ce que le confinement m'a obligé à faire de différent et que je veux poursuivre. Et là, on est peut-être sur une prise en compte de la place de l'humain. Quelle est la place de l'humain en fait dans le travail? C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai appris de moi? Qu'est-ce qu'on a appris du collectif? Et en quoi en fait peut-être exprimer que finalement, pendant cette période où j'ai été confinée, mon collectif de travail, il m'a manqué. Donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. En quoi, en fait, il faut peut-être remettre en place des moments de convivialité. Voilà, c'est peut-être se parler autrement au moment des réunions, prendre le temps. Moi, je le fais au CRGE. Je demande le lundi matin, lors de notre réunion du lundi matin, demander la météo. Voilà, on a le droit de dire qu'on va pas bien. Voilà, donc peut-être poursuivre des choses qui sont mises en place au moment du confinement et qui finalement sont bonnes pour l'humain et pour nos organisations. Je vais avancer. Alors, il y a aussi un outil qui est plus connu, hein, c'est le questionnaire. Donc, en fait, il existe sur le marché des sociétés qui proposent des questionnaires de façon à tester le climat social. Donc, là, je vous ai mis des exemples, hein. Je sais que des sociétés l'ont déjà mis en place. Et ça permet effectivement de proposer. Alors, l'idée, c'est pas de s'arrêter au questionnaire, hein, on est bien d'accord, c'est de mettre en place derrière des plans d'action qui correspondent à ce qui ressort du questionnaire. Je vais un peu plus vite parce que je vois que le temps passe. Vous vous souvenez ce que j'ai dit en début d'intervention, c'est que 6% des salariés sont en hyperstress. Donc ça, c'est des chiffres qui sont réels. Moi, j'ai pu le voir effectivement dans une société avec laquelle je suis en contact qui a fait un test de climat social pendant le Covid-19 et la période de confinement. Et donc là, il y a une vraie protection pour ces salariés à mettre en œuvre
Alors, je rappelle qu'il y a des médecins du travail. Donc, notre rôle, c'est bien pour ces personnes fragiles de peut-être appeler le médecin du travail. Alors, ça peut être de façon peut-être à inciter le médecin du travail à rentrer en contact avec ces personnes-là pour savoir ce qui se passe. Voilà. Euh, peut-être au travers des peut-être que ces personnes que vous aviez identifiées comme étant en grave difficulté psychologique ont un lien particulier avec un ou deux collègues. Donc peut-être passer par le collègue pour prendre contact avec ces personnes fragiles et non pas se substituer. Hein. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des psychologues. En revanche, peut-être voir avec la personne qui est en souffrance si quelqu'un dans sa famille ne peut pas l'aider. Voilà, identifier des personnes ressources et surtout, voilà, essayer de ne pas isoler davantage ces personnes. Si vous en avez repéré dans vos organisations, prenez-en soin et surtout pensez au médecin du travail qui, lui, peut prendre contact avec ces personnes. Voilà. Euh, j'ai presque terminé mon intervention. Ce que je voulais vous dire, c'est que euh, ce qui est extrêmement important pour limiter la casse psychologique liée à cette situation de confinement que nous n'avions jamais vécue, c'est le sentiment d'appartenance. Et le travail développe un sentiment d'appartenance. Euh, Parce que le sentiment d'appartenance me renforce moi. J'appartiens à un collectif. Je suis utile à un collectif. Et quelle que soit la place que j'ai occupée pendant cette période de confinement, j'ai été utile. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de mon intervention. Et en fait, et autre chose, les organisations écrivent leur légende durant les crises. La façon dont vous allez être capable de sortir de cette crise, la façon dont vous allez remettre en œuvre le travail, peut-être en intégrant des changements, peut-être en traitant les salariés euh, avec précaution, avec tout ce qu'on a pu se dire là ce matin, eh bien, ça changera peut-être le cours des choses et peut-être que ça sauvera vos organisations. Et puis, un rappel essentiel, c'est le soutien. Ceux qui se sortent d'un traumatisme ne sont pas ceux qui ont été le moins exposés. On le voit dans des situations de guerre. Ce sont ceux qui ont été les mieux soutenus. C'est pour ça c'est pour ça qu'il était vraiment essentiel de créer ce lien. Et s'il n'a pas été créé, il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. Donc, j'ai vraiment insisté dans mon intervention sur garder le lien, créer des rituels, créer des routines, essayer de repérer les différents traumatismes par rapport aux différentes populations de salariés dans le cadre de ce confinement. Voilà, donc soutien, soutien, soutien. Et pour vous, les groupements d'employeurs, parce que je pense que en fait, on travaille beaucoup pour les autres, mais nous, comment on prend soin de nous finalement? Vous avez vocation donc à restaurer le cadre de travail. Hein, c'était un peu l'objet Et puis, c'est les questions que vous avez à vous poser maintenant dans les semaines qui vous restent avant le déconfinement. Donc, nous avons un cadre de travail qui a été complètement déstructuré. Donc, c'est de votre responsabilité que de restructurer ce cadre en ne négligeant pas et en n'oubliant pas ce qui s'est passé. Voilà. Travailler avec les salariés sur leurs propres ressources. Qu'est-ce que j'ai développé finalement comme nouvelles ressources pendant cette période de confinement? Qu'est-ce qui a changé pour moi? Parfois, en fait, j'ai pris des responsabilités supplémentaires parce que mon collègue devait garder ses enfants. Donc, du coup, je me suis retrouvée en situation de faire des choses que je n'avais jamais faites. Ça, c'est des ressources supplémentaires. Donc, l'idée, c'est de reposer le cadre du travail et également identifier les ressources qui sont nées de cette période-là. Et ne pas faire à la place, effectivement, remettre bien chacun à sa place. Ce que je voulais vous dire également, c'est que vous avez tous été fortement mobilisés. Donc, les employeurs sont également des personnes à risque. C'est-à-dire que les employeurs ont été particulièrement stressés, mobilisés, sollicités. Donc,
il peut en résulter de l'épuisement, parfois un sentiment d'impuissance. Comment je vais faire face à cette crise. Ce qui est important au moment de la sortie de crise, c'est de distinguer le sentiment d'urgence et l'urgence réelle. C'est-à-dire, il ne faut pas tout mettre au même niveau, parce que si vous souhaitez tout traiter, il y a peu de chances que vous réussissiez à aboutir. Donc, sachez distinguer ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Voilà. On ne va pas pouvoir rattraper en une semaine ce qu'on n'a pas fait en 8. Donc, il faut prioriser, prioriser, prioriser. Et surtout, reconnaître que même si on est un dirigeant, on est un être humain, donc on a ses propres faiblesses. Donc, inciter les employeurs à prendre soin d'eux et puis à demander de l'aide s'il y a besoin. C'est-à-dire que on peut demander. Alors le centre de ressources, bien entendu, est là, mais on peut demander de l'aide et c'est peut-être là tout le sens et la valeur ajoutée des groupements d'employeurs. C'est-à-dire que comme vous êtes amené à travailler avec plusieurs employeurs, eh bien c'est mettre en commun peut-être les bonnes pratiques des uns et des autres. Voilà. Et en tous les cas, être là en soutien. Voilà, donc moi j'en ai terminé pour mon intervention. Ouais, j'ai 1h15, 1h18, j'ai peut-être été un peu longue et je m'en excuse d'avance. Voilà, j'espère que en tous les cas vous avez pu retirer quelques éléments de cette intervention. Voilà, je suis à votre disposition. Alors il y a une question qui est posée par Aline. Pour une question d'équité entre les salariés et afin d'éviter les conflits, comment décider quel salarié reprend ou pas son travail? Y a-t-il une règle ou des consignes? Alors, je pense que déjà, nous allons avoir des règles qui vont nous être données par le gouvernement. Ce que je peux d'ores et déjà entendre, c'est que nous allons pouvoir. Euh, L'idée, c'est quand même que le déconfinement soit progressif et que notamment on puisse continuer à proposer le télétravail pour ceux qui souhaiteraient le poursuivre. Voilà, mais ça c'est quelque chose qui est intuitif, c'est-à-dire que ce que je me dis, c'est que effectivement, pour des raisons d'équité, et c'est pour ça qu'il faut bien regarder chaque catégorie de salariés, peut-être que ce qui serait important, c'est d'identifier, par exemple, on a parlé des salariés mis en chômage partiel. Pour certains, la perte de salaire peut être quand même assez lourde. Perdre 16% de son salaire, ça peut être lourd de conséquences. Eh bien, peut-être que si on peut réintégrer ces salariés en priorité dans les activités, il ne faut pas s'en priver. Voilà. Donc voilà. Après, moi, je pense qu'il y a peut-être à partager nos bonnes pratiques, puisque chacun va être en réflexion sur le retour à l'emploi à compter du 11 mai, quand on va savoir de quelle façon le déconfinement va s'organiser. Eh bien, je pense que peut-être qu'il faudra qu'on organise des échanges pour voir, pour que les bonnes pratiques profitent à l'ensemble. Voilà. Écoutez, merci à vous de m'avoir écouté et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la poursuite de ce que vous faites. Je sais que vous êtes très engagés et prenez soin de vous. Effectivement, c'est le message qu'il nous faut partager et puis à votre disposition pour échanger avec vous si vous le souhaitez. Moi, je suis au CRGE avec toute l'équipe qui est mobilisée donc dans ces temps difficiles jusqu'à fin juin. Donc, si vous souhaitez, on pourra échanger. J'espère. Je télétravaille, donc je peux répondre par mail ou je peux répondre par téléphone si vous souhaitez qu'on ait un échange par téléphone. Et à compter du 11 mai, j'espère que nous serons tous présents physiquement ou en partie physiquement au CRGE. Voilà, merci